Aloha, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. Je voudrais vous parler de toutes les disparitions oubliées. Car malheureusement, depuis que j'ai commencé sur YouTube, je me suis aperçue qu'il y en a énormément. Elles ne sont pas du tout médiatisées et il y a très peu de choses sur ces disparus. Donc voilà, j'ai voulu faire une vidéo qui regroupait toutes ces personnes qui sont complètement dans l'oubli. En France, d'après le ministère de l'Intérieur, plus de 40 000 personnes disparaissent chaque année. Plus de 30 000 sont retrouvées. Il reste environ 10 000 disparitions non élucidées, classées inquiétantes. Chaque année, dont presque un dixième, environ 800, concernent des mineurs. La première disparition dont je vais vous parler est celle de Jawida Boumassa. Elle est née le 28 août 1965 à Blida, en Algérie. Elle a disparu le 12 février 1999 à Paris. La dernière trace est le retrait d'argent qu'elle a effectué à un distributeur de billets. Ensuite, plus rien. Jawida n'avait aucune raison de disparaître. Sa famille est très inquiète. Elle cherche à savoir ce qui s'est passé ce jour-là. Yves Jumeau. Il est né le 15 février 1965 à Issy-les-Moulineaux dans le 92. Il a disparu le 22 novembre 1996 à Corbeil, dans le 91. Il mesure 1,65 m. Il a les yeux gris, les cheveux châtain clair. Malheureusement, Yves est handicapé mental. Il a disparu après avoir pris son repas du midi au centre d'aide par le travail. Personne ne l'a revu depuis. Il est parti avec 150 francs, ainsi que sa carte d'identité et sa carte de transport. Éric Béliard, il est né le 14 mars 1958, à Le Rincy dans le 93. Il a disparu en mai 1994 en Angleterre. Éric a disparu en mai 1994, dans la banlieue de Londres. Après de brillantes études, Éric vivait seul dans son appartement. Il était instituteur spécialisé à Montfermeil, dans le 91. Il a fait une dépression nerveuse en 1990. Ensuite, il va en Hollande, en Suisse et en Allemagne. Et en mai 1994, il part pour l'Angleterre, à Aberdeen, puis à Essex, dans la banlieue de Londres. Par téléphone, il contacte sa mère et il dit vouloir embarquer. Plus de nouvelles d'Éric depuis cet appel. Avant son départ, Éric écrivait beaucoup, surtout des poèmes. Sa mère espère que Éric soit toujours en vie et qu'il se manifeste un jour ou l'autre. Cédric Laville. Il est né le 26 juin 1978 à Marseille. Il a disparu mi-novembre 2006 à Villefranche-sur-Saône. Il mesure 1,75 m. Il a les yeux marrons et les cheveux châtains. Cédric est dépressif. Depuis sa disparition, il n'a donné plus aucune nouvelle. Gilberte Bellosta. Elle est née le 29 novembre 1946 à Codon, dans le 32. Elle a disparu le 22 novembre 2007 à la Bernerie, en Rèze, dans le 44. Elle mesure 1,55 m. Elle a les yeux bleus. Gilberte n'a pas pris son sac à main, mais elle a pris avec elle un sac en toile beige de la marque Leclerc, contenant des papiers administratifs. Elle n'a plus jamais été revue. Tassiana Sébile. Elle est née le 18 avril 1989 à Villeneuve-Saint-Georges dans le 94. Elle a disparu le 19 novembre 2007 en Seine-Saint-Denis dans le 93. Elle mesure entre 1,65 m et 1,70 m. Elle a les yeux marrons et les cheveux châtains. Tassiana a disparu le 19 novembre entre son domicile et son lycée à Saint-Ouang dans le 93. Elle a dit à sa mère qu'elle dormait chez Nadia, une copine de son lycée. Après diverses investigations effectuées par sa mère, elle apprend qu'il n'y a personne se prénommant Nadia à son lycée. Depuis, plus personne ne l'a revue. Sandy Dumas. Elle est née le 7 avril 1990 à Montmorency, dans le 95. Elle a disparu le 24 août 2007 à Quimper, dans le 29. Elle mesure 1,60 m. Elle a les yeux marrons, les cheveux blonds avec des mèches rousses. Sandy a disparu le 24 août. Elle devait prendre un train en gare de Quimper, à destination de Rosperden, dans le 29, où sa famille d'accueil l'attendait.
Personne n'est descendu du train. Depuis cette date, elle n'a plus donné signe de vie. Cela ne lui ressemble pas, surtout qu'elle effectue un apprentissage qui l'a passionnée. La famille de Sandy a appris avec des témoins qu'elle a été vue en dernier en compagnie de 2 hommes plus âgés qu'elle. Personne ne connaît ces 2 hommes. Nous craignons que Sandy n'ait été enlevée. Arthur Haenel. Il est né le 19 septembre 1986 à Strasbourg. Il a disparu le 29 juin 2007 à Lanvéole dans le 29. Il a été vu en Hollande pendant une semaine au début juillet 2007. Depuis, on est sans nouvelles de lui. On ignore où il se trouve. Sa famille est très inquiète. Armando Marchesi. Né le 10 septembre 1951 à Bebedouro, Sao Paulo, Brésil. Il a disparu le 11 mai 2007 à Paris dans le 6e arrondissement. Il mesure 1m78, il a les yeux marrons. Il parle très mal le français, mais il parle très couramment l'anglais, l'espagnol et le portugais. Il n'a aucun moyen de paiement et aucun document d'identité sur lui. Il n'a jamais été revu. Laurent Marilleur. Il est né le 13 janvier 1970 à Mâcon. Il a disparu le 13 avril 2007 à Virieu-le-Grand, dans le 01. Il mesure 1m70, il a les yeux bleus. On suppose qu'il est parti se promener à pied dans la matinée le long des cascades de Clairefontaine. Il n'a pas de papier d'identité ni moyen de paiement avec lui. Il n'a jamais été revu. Jérémy Chartier. Il est né le 24 juillet 1981 à Chartres dans le 28. Il a disparu le 7 août 2004 à Sainte-Clotilde sur l'île de la Réunion. Il mesure 1m78, il a les yeux bleus. Quelques jours après sa disparition, sa voiture a été retrouvée abandonnée. La famille de Jérémy le cherche sans relâche. Elle voudrait savoir ce qui est arrivé. L'espoir de ses parents a résisté à l'épreuve du temps. Après la disparition de leur fils, Jérémy, ses parents, Naoline et Francis, y croient dur comme fer. Jérémy est bien vivant. Il n'y a pas de corps, donc c'est synonyme d'espoir. L'espoir de le retrouver vivant. L'espoir surtout qu'il ait un moment où il va réagir et se dire qu'il faut qu'il revienne, confie la maman de Jérémy. Les parents de Jérémy vont très souvent à La Réunion, depuis le drame. Comme à chaque visite, ils relancent les recherches et les appels à témoins. À chaque témoignage, les parents se déplacent, mais sans succès jusqu'à présent. Au moment de sa disparition, en août 2004, Jérémy avait 23 ans. Il était employé comme cuisinier et avait des projets. Pour sa mère, il n'avait aucune raison de disparaître. Lorsque l'on a retrouvé son véhicule, mon frère est allé dans l'appartement où il habitait. Il avait une machine à laver qu'il avait fait tourner. Il avait disparu en laissant ses papiers d'identité et en vidant ses poches. Malheureusement, en 2022, il est toujours porté disparu. Alain Coussira. Il est né le 15 septembre 1946 à Bordeaux. Il a disparu le 28 novembre 1997. Il mesure 1m65, il a les yeux verts. Marie-Sylvaine Bertil. Elle est née le 23 octobre 1970 à l'île de la Réunion. Elle a disparu le 12 juillet 2007 à Le Faquet dans le 56. Elle mesure 1m60. Cédric Valois. Pour cette disparition, je vais vous lire le témoignage de sa maman. Cédric est né le 13 février 1976 à Dieppe. Il a disparu le 11 septembre 1997 à Fos dans le 95. Il mesure 1m80, il a les yeux bleus. On ne se remet jamais de la disparition de son enfant. Un soir de l'année 1999, assise devant sa télévision, Lydie Valois zappe les chaînes comme elle a l'habitude de le faire. Interdite, elle se fiche soudain devant un match de foot. Sur l'écran, un homme tient une pancarte à bout de bras, au milieu de la foule en délire. Avec un mot et un numéro de téléphone. Manu, appelle-nous. Elle compose fébrilement le numéro. Au bout du fil, une voix tranquille lui répond, celle de Jean-Yves Bonissant, un père blessé qui tente coûte que coûte de retrouver son fils, Emmanuel, disparu en 1996. Manu, appelle-nous. Ce message rappelle à Lydie la disparition de son propre fils
en 1997. Emmanuel est de 1975, Cédric de 1976. Jamais Lydie Valois n'oubliera le jour de sa disparition. Cédric est parti à 17h07. C'était un jeudi, le 11 septembre 1997. Elle épluchait des légumes. Il est sorti sans un mot, raconte-t-elle, les yeux embués de larmes. Le jeune homme de 21 ans n'est jamais revenu. C'est comme si le temps s'était arrêté ce jour-là, confie la nourrice retraitée, aujourd'hui âgée de 69 ans. Au milieu des photos de famille sur le buffet, trône celle de Cédric, dont les yeux bleus rappellent ceux de sa mère. Ce sont mes tripes, une partie de moi qui est partie, commente Lydie, en désignant le cadre. Sa douleur est toujours là. Rien ne prévoyait son départ. Je sentais qu'il était content d'être à la maison, murmure-t-elle, le regard ailleurs. Commence pour elle un combat en solitaire. La mère de 3 enfants n'a aucune connaissance des démarches à entreprendre. À l'époque, on était très mal renseigné sur les disparitions, explique-t-elle de sa voix douce. Une amie la forme de l'existence de la recherche dans l'intérêt des familles. Une procédure permettant de déclarer la disparition des majeurs. Le dimanche, elle prévient la gendarmerie de Survilliers-Fosse, petite commune tranquille de la banlieue parisienne. Les gendarmes m'ont dit « Il a plus de 18 ans, il fait ce qu'il veut ». Lydie doit se résoudre à faire les recherches seule. Dans ce genre de situation, on survit, mais on ne vit plus. La famille en pâtit aussi. Parfois d'ailleurs, le mal survient des années après. La petite sœur de Cédric refoulait sa tristesse. Elle avait 14 ans lors de sa disparition. À 17 ans, elle a fait une tentative de suicide. Mon mari, lui, s'est enfermé dans le silence. On n'en parle pas, c'est trop dur. Lydie se débrouille avec les moyens de l'époque. En cette année 1997, les réseaux sociaux n'existaient pas. Elle colle des affiches dans les gares, les magasins et même sur sa voiture. J'en avais mis à la gare du Nord, quelqu'un les a arrachés. Cela m'a fait mal au cœur, se souvient-elle. Lydie Valois sollicite tous les services administratifs, sécurité sociale, état civil, banque. Partout, elle se heurte à des murs. Dès qu'une porte s'entrouvait, elle se refermait, raconte-t-elle avec amertume. Cédric a été réformé en août 1997 par l'hôpital de Grasse, mais l'armée reste fidèle à son rôle de grande muette. Un jour, elle entend dire que son fils s'apprêtait à se marier. À la mairie, personne n'acceptait de me dire s'il avait publié des bans. Ce n'était qu'une rumeur. Des lueurs d'espoir suivies de désillusions, elle en a connu aussi. 2 mois après la disparition, une adolescente la contacte par téléphone. La jeune fille affirme être une amie de son fils et la prévient de l'arrivée imminente de Cédric. Lydie se précipite à la gare de RER. Il n'y trouve personne. Ce jour-là, j'ai eu des envies de meurtre pour les 5 minutes d'espoir qu'elle m'avait données. Sa voix s'éteint. Dans cette tragédie, un homme a réussi à lui donner la force de poursuivre. Jean-Yves Bonissant. La disparition de leurs fils respectifs les a liés à jamais. Sans lui, je ne suis rien, souffle à demi-mot l'ancienne nourrice, dont le sourire timide apparaît. Ce sont des plaies qui ne cicatrisent pas. On a Manu en permanence à l'esprit, assure de son côté Jean-Yves Bonissant, ému. Emmanuel, dit Manu, a pris le train pour Rennes le 16 février 1996. Arrivé à destination, le jeune homme de 20 ans n'a plus donné signe de vie. Inquiet, son père prévient les gendarmes et constate avec rage leur impuissance. J'en savais rapidement plus qu'eux. S'agace-t-il. 6 mois après, je rencontre un ami de mon fils qui travaillait au commissariat de Rouen. Il m'apprend qu'il n'a jamais entendu parler de la disparition de Manu. Tempête, Jean-Yves Bonissant, encore animé par l'émotion. J'étais perdu, je me raccrochais au service de police. Quand j'ai constaté qu'il ne savait pas quoi faire de moi, j'ai commencé à ruer dans les brancards. Emmanuel voulait faire carrière dans la marine. Sa disparition risque de faire de lui un déserteur. Son père se démène pour contacter le ministère de la Défense, afin qu'il soit réintégré, et le fait savoir sur l'appel à témoins de l'association, sous le portrait du garçon brun aux yeux bleus, caché sous de grandes lunettes. Un phare attire l'attention.
Une phrase attire l'attention. Manu, pour l'armée, tout est ok, et sonne comme l'appel déchirant d'un père à son fils. Jean-Yves Bonissant a tout fait, tout essayé. J'ai dormi très peu, parfois 8 heures par semaine. Après des recherches non-stop pendant 2 ans, il devient expert dans le domaine des disparitions. Mais de ses contacts avec les autorités, il garde une profonde rancœur. Ce n'était pas seulement de la colère. Avec la fatigue, on se met à être enragé. Ensemble, Jean-Yves et Lydie font en sorte que les visages d'Emmanuel et de Cédric ne soient pas oubliés. Et pour cela, tout est bon à prendre. Une émission de télévision, les contacts, c'est le soulagement, ils vont pouvoir parler de leur fils. Un espoir vite déçu. Les journalistes les informent qu'une autre famille a été sélectionnée parce qu'elle a créé une association. La loi de la course à l'audience n'épargne pas les disparus. On connaît l'envers du décor de ces programmes. Vous connaissez l'émission phare des années 90, perdue de vue? Ils savent qu'ils vont le retrouver à la fin, soupire Lydie de guerre lasse. C'était sans compter sur la force de caractère de Jean-Yves Bonissant. Ils choisissent une famille qui a fondé une association. Alors faisons pareil. Manu Association, née en 1999. Au bout de 3 ans de recherche infructueuse, Jean-Yves Bonissant a compris que rien n'existait pour les disparus. Il entame alors un bras de fer avec l'État. J'ai affronté des policiers, des gendarmes, mais aussi le ministère de la Justice et l'Élysée. J'ai dû lutter pour leur faire comprendre qu'il y avait des choses à faire, des lois à voter. Grâce à lui, la recherche des disparus progresse, notamment en 2004 avec la mise en place de la charte d'accueil du public et des victimes, dans les brigades de commissariat dont l'article 6 stipule que tout signalement de disparition mérite un traitement immédiat. Tout ce qu'on a eu, c'est par nous-mêmes et grâce à Jean-Yves, affirme Lydie, catégorique. Ses grands yeux s'illuminent, Jean-Yves, il connaît tout. C'est ma 3e jambe, il me tient debout. Sans mon président, je ne suis rien, lâche-t-elle. Jean-Yves Bonissant n'a en effet de cesse de faire avancer la cause. Leur terrain de prédilection, les médias, à leurs risques et périls. D'un geste, Lydie sort un magazine féminin de sa table de salon. Regardez ce qu'ils m'ont fait, j'étais furieuse. Sur toute la page, une grande photographie d'elle, le regard au loin, sur son canapé, le visage de Cédric étant tout petit, trop petit pour que cela aide à sa recherche. Jean-Yves Bonissant a aussi œuvré pour la reconnaissance de la douleur des familles, trop souvent malmenées dans les commissariats. J'ai écrit au ministère de l'Intérieur pour l'informer que ce n'était pas à moi de former ces personnels. Des améliorations ont été faites depuis. Un manuel a été créé, et d'ajoutant cinglant, sauf qu'il avait oublié la gendarmerie. Il a fallu que je repasse une journée à Paris pour l'adapter à ce service. C'est censé être eux, les professionnels, non? Le père de 4 enfants reprend. Je n'aurais pas bougé, il serait toujours les mains sur le ventre. Un avis que partage Lydie. Maintenant, ils ont un peu appris sur les disparus, ce n'est pas trop tôt. Leur colère est à la mesure de l'indifférence qu'ils rencontrent. Seul Nicolas Sarkozy s'est intéressé à notre cause, commente la retraitée écœurée. Grâce à lui, on a eu l'alerte enlèvement en 2006. J'éprouve de la colère envers le gouvernement. Dans plein d'autres pays, des choses sont mises en place pour aider les familles de disparus. En France, on n'a rien. Pour garder de l'énergie, l'association organise des rencontres entre proches de disparus. On est tous dans le même drame. Quand on est ensemble, on est une grande famille. On se sent bien, glisse Lydie Valois. La retraitée se souvient avec nostalgie des belles années, celles des lotos, des assemblées générales en nombre et des grandes réussites. Pendant près de 15 ans, ça a bien fonctionné. La reporter Florence Aubenas est même venue nous voir, précise-t-elle avec fierté. Aujourd'hui, le cœur n'y est plus. À la dernière assemblée générale, on n'était que 4. On a perdu toutes nos illusions, soupire Lydie. Ce serait pourtant facile de faire avancer les choses. À une époque, j'ai écrit au présentateur du journal télévisé de TF1, Patrick Poivre d'Arvor, pour qu'il diffuse des appels à témoins sans succès. Au Canada, les journaux télévisés le font. Pourquoi pas en France? Cela leur prendrait 1 minute. Jean-Yves Bonissant n'est pas non plus sorti indemne de son combat. On a attendu 12 ans avant que les autorités acceptent de prélever nos ADN au cas où le corps d'Emmanuel serait retrouvé. 12 ans.
Malgré la souffrance, pas question pour autant de renoncer. J'ai une force énorme, c'est la souffrance qui me fait avancer, affirme Lydie Valois. J'ai compris que si, moi je ne m'en occupais pas, personne ne le ferait. Sa silhouette frêle et sa fragilité apparente contrastent avec la puissance de son engagement. On peut tout me prendre, mais pas mon fils. On ne fait jamais le deuil d'un enfant, déclare-t-elle. Aujourd'hui encore, cette mère de 3 enfants veut des réponses. Elle en a eu certaines. Ses yeux d'un bleu profond s'obscurcissent. Cédric faisait des crises violentes. Elles ont mené à son hospitalisation peu avant sa disparition. Car le jeune homme est atteint de schizophrénie. Au cours d'une de ces crises, il avait enlevé le papier peint de sa chambre et laminé le parquet. Aujourd'hui, celle-ci a été remise à neuf. Toutes les affaires de Cédric sont encore là. Si jamais il revient, je veux qu'il sache qu'on a tout gardé pour lui, montrer qu'on ne l'a pas oublié. Ses vêtements sont toujours accrochés au cintre et ses cassettes de musique posées sur l'étagère. Son portefeuille coloré aussi. Lydie l'a conservé. Elle a simplement remplacé le billet de 10 francs par 10 euros. Il est parti sans rien, souffle la retraitée, toujours envahie par l'angoisse. Un autre mal la ronge depuis tant d'années, la culpabilité. Elle lui a écrit une lettre avec tout ce qu'elle n'a pas eu le temps de lui dire. Elle s'en veut de beaucoup de choses. C'est si facile de gamberger en boucle, de refaire le récit, de reconstruire l'histoire, de chercher des réponses. La nuit, je rêve de lui, c'est horrible. Je déteste faire ce rêve. À la fin, il veut toujours s'en aller. Et le jour, il l'obsède. À la fête des mères, à Noël, au mariage de ma fille. À Noël, j'ai même été tentée de lui faire une assiette. Son visage est fatigué. J'espère avoir des réponses avant ma mort. Le 13 février, c'était son anniversaire. Cédric a eu 48 ans. Lydie lui a mis 160 € dans une enveloppe. Comme chaque année, comme à ses filles, comme s'il n'était jamais parti. L'armoire de sa chambre est remplie de cadeaux emballés. À chaque voyage, elle lui ramène un souvenir. Le premier, c'était un jean 501. Je savais qu'il en voulait un, explique-t-elle en effleurant le pantalon, délavé taille 38. Suivront un briquet, une ceinture, un cendrier, un horoscope chinois et tant d'autres présents. Lydie a continué d'alimenter le compte en banque de son fils, au cas où il en aurait besoin. À la douleur s'est ajouté le problème de la succession. On me disait qu'il fallait que je déclare décédé sur le livret de famille. Mais ça, je ne le ferai pas, jamais. Et pas question que le gouvernement s'empare de cette somme à sa mort. J'ai su que si je faisais aucune démarche, cela pourrait revenir à l'État. Cet argent est pour lui, assure-t-elle. J'ai fait en sorte qu'il revienne aux enfants de mes enfants. Ce sera long, mais au moins, cela restera dans la famille. Et c'est un notaire qui cherchera un jour son fils dans le cadre de sa succession. Jean-Yves Bonisson, lui, rêve d'avoir un jour de la chance. J'ai aidé à retrouver énormément de personnes. J'aimerais que de temps en temps la roue tourne. On n'a toujours rien. C'est comme si Emmanuel avait appuyé sur pause. Cela commence à faire long. Peut-être qu'on a fait le plus gros du parcours, espère-t-il, mais même ça, on ne le sait pas. Gabriel Guimet, 28 ans, a disparu à Rebossoir, en 1974, le 11 juillet 2007. Il a disparu en Haute-Savoie le 11 juillet 2007 sans ses médicaments, sans moyen de paiement et sans ses papiers d'identité. Hervé Bouteillon. Il est né le 18 mai 1965 à Saint-Martin-d'Air, dans le 38. Il a disparu le 7 mai 1999 à Romans-sur-Isère, dans le 26. Il mesure 1,72 m. Il a les yeux marrons. Il devait passer la nuit dans un hôtel de la ville. Personne ne le verra et il n'a plus donné de ses nouvelles depuis ce jour. Clément Oudaillé. Il est né le 31 décembre 1979 à Saint-Brieuc dans le 22. Il a disparu le 29 mai 2002 à la Martinique. Il mesure 1,88 m. Il a les yeux gris. Clément, étudiant à Bordeaux, a rejoint ses parents qui habitaient à la Martinique, à cette époque. Il est arrivé le 22 mai 2002, sans les avoir prévenus. Il a disparu le 29 mai 2002, étant vu pour la dernière fois au nord de la Martinique. La voiture qu'il avait louée a été retrouvée au pied de la montagne pelée, avec toutes ses affaires à l'intérieur. Vêtements, argent et papiers. Malgré de nombreuses recherches
Faites sur l'île et quelques îles environnantes, il n'y a aucune piste à ce jour. Les parents de Clément espèrent savoir un jour ce qui lui est arrivé. Mélissa Legressu. Elle est née le 18 mars 1993 à Louviers dans le 27. Elle a disparu le 14 mai 2007 à Montchanin dans le 71. Elle mesure 1,65 m. Elle a les yeux marrons. Mélissa a disparu le 14 mai. Elle est partie avec le trapéziste Pépito Goujon, majeur du cirque Zavata et la ménagerie Goujon. Elle n'a plus jamais donné signe de vie. Lily Bournic, 1 an, a disparu le 26 décembre 2004 à Krabi, près de Phuket, dans le sud de la Thaïlande. Elle accompagnait ses parents en vacances en Thaïlande ce jour-là. Ils étaient tous les trois à bord d'une barque qui transportait un groupe de touristes. Il faisait beau quand tout à coup surgit le terrible tsunami. La barque a chaviré. Tous se sont retrouvés dans l'eau. Le rivage n'était pas loin. La violence de cette vague dévastatrice a surpris tout le monde. La mère de Lily a pu s'accrocher au branchage de la rive. Quelque temps après, on a retrouvé le corps sans vie du père de Lily. Il s'est noyé lors du chavirage. La mère de Lily a cherché après sa fille pendant plusieurs jours. Son corps n'a pas été retrouvé. Elle a été aidée par les gendarmes venus de France, dans le but d'identifier les corps des touristes français décédés. Parmi les centaines de corps que la vague a laissés en se retirant, la mère de Lily a remué ciel et terre dans le secteur de Krabi et Phuket. Elle a réussi à obtenir des informations. Plusieurs enfants auraient été récupérés, dont certains de type européen. Lily faisait partie des enfants récupérés par des personnes qui font un trafic d'enfants. Ils auraient été regroupés dans une maison en Thaïlande, puis vendus pour être adoptés par des parents peu scrupuleux. Depuis cette terrible journée pour la mère de Lily, elle n'a cessé de la rechercher. Dans son enquête, une piste est actuellement suivie par la police. Lily aurait été adoptée par des parents en Europe. Nathalie Martin Levens. Elle est née le 29 mai 1969 à Pau. Elle a disparu le 13 avril 1980 à l'âge de 14 ans. Nathalie a disparu le 13 avril 1980 à Saint-Clément-des-Baleines, île de Ré. Elle était en vacances chez son oncle et sa tante. Ils sont partis à la pêche au crabe au phare des Baleines. Dans la matinée, son oncle s'est éloigné pour pêcher, tandis que sa tante est restée avec elle plus près de la côte. Elles ont discuté un moment ensemble, puis, sans s'en rendre compte, elles se sont éloignées l'une de l'autre. En fin de matinée, l'oncle et la tante de Nathalie l'ont cherchée en vain. Elle avait disparu. Ce mystère est un poids qui pèse sur les épaules de l'oncle et la tante de Nathalie depuis plus de 25 ans. Le père de Nathalie est décédé en 2000. Sa mère, sa tante, son oncle et le reste de la famille attendent de savoir ce qui lui est arrivé ce matin-là. On est sans nouvelles de Nathalie depuis. Que s'est-il passé? Fugue? Enlèvement? Quelqu'un a peut-être vu quelque chose d'anormal le matin du 13 avril 1980. À ce jour, personne n'a signalé quoi que ce soit. Denise Pipiton. Elle est née le 26 octobre 2000. Elle a disparu le 1er septembre 2004 à Mazara del Vallo, Trapani, Sicile. Elle a disparu alors qu'elle jouait devant chez elle à Mazara del Vallo. Le 18 octobre 2004, un vigile était en faction devant une banque à Milan. Il a été intrigué par des tziganes qui faisaient la manche. Il s'est étonné qu'une des enfants ressemble à Denise. Il avait vu l'appel lancé dans l'émission Sheila Visto, diffusée sur la Rai 3. À un moment, l'adulte aurait dit « Danas » et l'enfant aurait répondu « Où m'emmènes-tu » Le vigile a appelé la police, mais quand les forces de l'ordre sont arrivées, les tziganes avaient disparu. Le vigile a eu le temps de filmer le groupe avec son téléphone portable. Le 20 mars 2005, la Rai 3 a diffusé ces images et la mère de Denise Pipiton est convaincue qu'il s'agissait bien de sa fille. Lors de la diffusion des images par Sheila Visto, un témoignage est arrivé au standard de l'émission. L'enfant aurait été aperçu à Lyon, en France. À ce jour, il n'est pas prouvé que Denise soit entre les mains des tziganes. Les enquêteurs étudient une autre piste actuellement, car Denise pourrait être retenue en Tunisie. Geoffrey Dagneau.
Il est né le 1er septembre 1980 à Savigny-sur-Orge, dans le 91. Il a disparu le 15 décembre 1997 à Sainte-Geneviève-des-Bois. Il mesure 1,75 m, il a les yeux marrons. Le matin de sa disparition, Geoffrey était en cours au lycée Einstein à 9h30 après le premier cours. Il a quitté le lycée avec sa petite moto pour emmener les devoirs chez son ami, qui était malade ce jour-là. Il ne s'est pas rendu chez son ami, plus personne ne l'a revu. Seulement sa moto a été retrouvée 5 jours plus tard à proximité du quartier La Grande Borne à Grigny dans le 91. Elle a provoqué un accident de la circulation. Elle était conduite par des personnes étrangères à Geoffrey et sa famille. Des promeneurs ont retrouvé le sac de Geoffrey avec ses affaires scolaires. Il était à moitié enterré dans le bois de Sainte-Geneviève-des-Bois. À cette époque, les parents de Geoffrey n'ont pas trouvé l'aide qu'ils avaient droit en tant que famille victime. La police a conclu immédiatement à une fugue. L'enquête ne commencera que très longtemps après que Geoffrey a disparu. L'insistance des parents ne fera qu'agacer les pseudo-enquêteurs. La moto a été déclarée comme véhicule ayant provoqué un accident de la circulation. Les affaires ont été classées objets trouvés. Aucune corrélation avec la disparition. Avril 2001, c'est Manu Association qui apprend à la section de recherche de la Gendarmerie nationale à Évry de la disparition de Geoffrey, 3 ans et demi après. Le 1er septembre 2000, Geoffrey a eu 20 ans. Un policier a retiré l'avis de recherche du fichier des personnes recherchées, estimant qu'il n'était plus un mineur en recherche. Ce policier a oublié d'inscrire l'avis de recherche dans les majeurs recherchés. Pendant près d'1 an et demi, Geoffrey n'a pas été inscrit, dont il n'était pas recherché. Les policiers en charge de son dossier ne mesuraient pas les conséquences de cet oubli. Ils ont préféré faire des remarques à ses parents qui insistaient pour que l'enquête ne stagne pas. Eux ont cherché leur fils jour et nuit. On peut comprendre leur colère et leur amertume. À ce jour, Geoffrey est toujours porté disparu. Mathieu Broutin. Il est né le 4 juillet 1986. Il a disparu le 31 mars 2004, en Suisse. Il mesure 1,85 m. Il a les yeux bleus. La conversation téléphonique avait été orageuse. Le dernier bulletin scolaire de Mathieu, 17 ans, interne aux cheveux ras, dans un lycée d'Embrun, Haute-Alpes, était décevant. Et il était question d'une réorientation. Sa mère devait venir le chercher à midi, ce 31 mars 2004. Le jeune homme n'est pas là et l'après-midi, il ne se présente pas dans l'établissement. Ses affaires sont toujours à l'internat. Il est injoignable et il n'utilise plus sa carte de retrait. Les enquêteurs ne retrouvent pas sa trace, malgré quelques fausses alertes. Un jeune homme pouvant correspondre au profil de Mathieu est appréhendé 7 ans après la disparition. Mais ce n'est pas lui. La maman de Mathieu est décédée en 2010, sans savoir ce qui est arrivé à son fils. Mathieu Zombleby. Il est né le 3 juillet 1987 à Saint-Germain-en-Laye dans le 78. Il a disparu le 20 avril 2005 à Paris dans le 11e arrondissement. Il mesure 1,89 m. Il a les yeux noisettes. C'est un jeune homme de type africain. Il a disparu le 20 avril à Paris. Il n'a pas suivi jusqu'au bout son cours du matin à l'école de danse située au métro Bastille. Il n'est pas rentré depuis. Il aurait pris contact avec sa petite amie sur un portable en fin d'après-midi, laquelle pense qu'il était toujours à Paris à ce moment-là. Récemment, la maman de Mathieu a reçu à son domicile, à Mareuil-Marly, dans le 78, les papiers d'identité de son fils, dans une enveloppe tamponnée de Saint-Germain-en-Laye, avec un timbre usagé chinois et sans aucun mot d'accompagnement. Félix Eger. Il est né le 8 avril 2003, en Allemagne. Il a disparu le 8 janvier 2006. Félix a disparu le 8 janvier, à Ofterschen, Rhein-Neckar, en Allemagne. Les parents étaient divorcés. Michael Eger, 39 ans, le père de Félix, ne l'a pas ramené après l'exercice de son droit de visite le week-end du 6 au 8 janvier 2006. Michael a été retrouvé décédé en Allemagne, non loin de son véhicule. Félix reste introuvable. Déborah Kolanek. Elle est née le 1er mars 1991 à Montélimar. Elle mesure 1,65 m.
Déborah, 16 ans, a disparu le 30 mars 2007 à Montélimar. Elle serait accompagnée d'un jeune homme de 18 ans, tous les deux en fugue de leur foyer. Elle n'a jamais été revue. Stéphane Pelletier. Il est né le 26 décembre 1969 à Amiens. Il mesure 1,75 m. Il a les yeux marrons. Stéphane a disparu le 4 décembre 2006 à Amiens et il est parti au volant du véhicule d'un concessionnaire qu'il essayait. Il a été interpellé par la police en Hollande le 11 décembre 2006. À la fin de la garde à vue, les policiers hollandais l'ont laissé partir seul. Depuis cet instant, Stéphane a disparu à nouveau. Fin décembre 2006, il a été revu en France. Depuis, il n'a jamais réapparu. Jean-Marc Groult. Il est né le 9 mai 1959 à Eu, dans le 76. Il a disparu le 29 novembre 2006. Il mesure 1,80 m. Jean-Marc a disparu le 29 novembre. Il a laissé sa voiture sur le parking de la ferme de la Chapelle, sur la falaise, et il est parti à pied. Depuis, plus personne ne l'a revu. Luc Palacios, il est né le 28 décembre 1945 à Haute-Cour dans le 73. Il a disparu à la mi-septembre 2005. Son véhicule fourgonnette Mercedes immatriculé dans l'Isère, aménagé en camping-car, a été retrouvé stationné sur la plage de Piméation à Salins-de-Giraud, commune d'Arles, le 28 septembre 2005. L'enquête en cours permet de déterminer qu'il se trouvait à Salins-de-Giraud le 15 septembre 2005, y circulant avec un cyclomoteur de couleur blanche retrouvé dans son fourgon. Hélène Rousseau, elle est née le 29 mai 1919 à Athis-Mont dans le 91. Elle a disparu le 1er octobre 2006. Suite à un appel téléphonique reçu, elle est sortie de chez elle vers 19h, sans ses papiers d'identité et sans argent. On est sans nouvelles d'Hélène depuis son départ. Olivier Replat, il est né le 29 novembre 1971 à Faverges, 74. Il a disparu le 2 juin 2006. Il est parti de son appartement, sa famille est sans nouvelles de lui depuis. Virginie Gell, elle est née le 24 décembre 1976 à Versailles. Elle a disparu le 28 avril 2006. Elle est partie à pied, sans ses papiers d'identité ni moyens de paiement. Sa famille n'a plus de nouvelles depuis son départ. Valérie Belhache, 24 ans. Elle a disparu au Havre le 19 février 2005. Elle semblait aller bien, mais elle s'est volatilisée, laissant son sac sur le lit d'hôpital, dépressif sous traitement médical et perte de mémoire. La piste d'un ex-petit ami belge qui l'aurait harcelé au téléphone juste avant sa disparition aurait été exploitée en vain. Elle n'a pas ses papiers d'identité, ayant pris seulement son téléphone portable, mais pas le chargeur. Ses parents n'ont aucune nouvelle de leur fille depuis son départ. Ils sont très inquiets. Je vais vous reparler de la disparition d'Emmanuel Bonisson, pour donner plus d'informations. Né le 22 août 1975 à Saint-Denis dans le 93, Emmanuel a disparu le 16 février 1996 à Rennes, vu dans la gare SNCF vers 15h30. Emmanuel est myope, il doit porter des lunettes ou des lentilles. Emmanuel a fait une pré-militaire marine en 1993-94, voulant faire carrière dans la marine nationale. En janvier 1996, à 20 ans, il effectue son service national dans la marine nationale. Tout allait bien, puis, après 3 semaines d'instruction au CFM de Hourtin dans le 33, il a été affecté à terre à la base aéronavale de Landivisiau, dans le 29. Il a été déçu de cette affectation, lui qui rêvait de parcourir les mers du globe sur un navire de la marine nationale. Surtout qu'ayant fait une pré-militaire marine, il était prioritaire à l'embarquement. 3 semaines après son arrivée en Bretagne, à 30 km de la mer, ce fut la Saint-Valentin. Une déception sentimentale est venue s'ajouter à sa déception militaire. Il envoya un courrier à son ami, lui annonçant son intention de mettre fin à ses jours, alors qu'il devait passer 8 jours de permission chez son ami. C'est elle qui préviendra les parents d'Emmanuel, s'inquiétant de ne pas le voir arriver au train venant de Paris à la gare de Rouen, le vendredi 16 février comme convenu. La lettre qu'Emmanuel a envoyée à son ami, elle a mis plus de temps que prévu.
Ce n'est que le samedi 17 février qu'elle est arrivée chez son amie. Il était trop tard pour tout le monde d'intervenir sur le trajet qu'a emprunté Emmanuel le 16 février. Il a écrit dans cette lettre que son amie la recevrait le jour de son départ. Lors de l'enquête, sa famille retrouvera sa trace dans la gare de Rennes, ayant dit à ses copains qu'il descendrait du TGV pour poster une carte pour l'anniversaire de son frère. C'est en fin de compte une seconde lettre destinée à son ami qu'il postera de la gare de Rennes ce jour-là. Plus personne n'aura de ses nouvelles. Rien n'a bougé. Administrativement, à son nom, sa famille a trouvé 18 sosies d'Emmanuel, grâce à la diffusion de l'avis de recherche et la solidarité de plusieurs personnes. Les parents d'Emmanuel ont créé Manu Association en janvier 1999 pour venir en aide aux familles victimes d'une disparition. Constatant toutes les difficultés rencontrées par les familles des disparus et le manque de formation des policiers et des gendarmes dans le domaine des disparitions en France, malgré la loi 74-1 du 21 janvier 1995 pour les disparitions inquiétantes. Nos voix ont été entendues et comprises par le ministère de l'Intérieur. C'est le 14 janvier 2002 que M. Daniel Vaillant, ministère de l'Intérieur, a annoncé à Lille les nouvelles mesures adoptées pour la recherche des personnes disparues. Depuis, les choses ont bien évolué. Les familles victimes sont aidées et comprises. Il reste encore certaines choses à mettre en place. Exemple, prise d'ADN, mettre des photos dans les fichiers des personnes recherchées, etc. Emmanuel, si tu lis ce message, contacte ta famille. Pour l'armée, c'est ok. Tu n'as plus rien à craindre. Toute la famille et les amis peuvent te venir en aide. Tes parents, ta sœur et tes 2 frères ont beaucoup d'informations à te communiquer. Ils t'aiment et attendent impatiemment ton retour. Comme écrira son père et sa mère. Sauveur Rapa, il est né le 6 juin 1942 à Sousse, en Tunisie. Il a disparu le 3 février 2006 à la Garde dans le 83. Il mesure 1,68 m. Il a été aperçu allant à pied vers le centre-ville. Personne de la famille ni de ses amis ne le verra ce jour-là. On est sans nouvelles de lui depuis. Alicia Alamerche. Elle a disparu le 12 novembre 2006, vers 23h, près de l'Hélios à Charleroi-Villebasse. Elle a été vue pour la dernière fois au banc contact de l'agence Fortis Place Albert Ier, Charleroi, à 22h45, et n'a plus donné de nouvelles depuis. Frédéric Brignon. Il est né le 18 avril 1968, à Aix-en-Provence. Il mesure 1,86 m. Il a disparu le 25 juillet 2005, entre Montpérou et Saint-Martin-de-Castries. Son véhicule a été retrouvé sur le parking du col du Vent, sur la départementale 9, au-dessus de la commune d'Arboras. Les recherches effectuées dans la région n'ont rien donné, malgré les investigations avec les chiens et les hélicoptères. Xavier Auger. Il est né le 21 août 1957 à Benouville, dans le 14. Il a disparu le 14 avril 2003. Il mesure 1,80 m. Il circulait avec son véhicule, une Peugeot 305 immatriculée 1996 TJ14. Plus aucune nouvelle depuis son départ. Olivier Plexix. Né le 29 décembre 1965 à Mantes-la-Jolie dans le 78. Il a disparu le 4 avril 2005. Il mesure entre 1,78 m et 1,80 m. Olivier a disparu le 4 avril 2005 de Murau. Hospitalisé à plusieurs reprises pour des états dépressifs et pour schizophrénie, la dernière hospitalisation depuis le 29 mars 2005 au centre hospitalier psychiatrique de Bècheville lui était insupportable. Il s'est enfui de l'établissement. Depuis, plus personne ne l'a revu. Hervé Desfosses. Né le 8 mars 1952 à Rouen. Il a disparu le 15 octobre 2005. Il mesure 1,73 m. Hervé a disparu le 15 octobre. Sa famille et ses amis sont très inquiets d'être sans nouvelles. Antonio Rafael Serrano. Il est né le 9 juin 1957 à Madrid en Espagne. Il est de nationalité française depuis l'âge de 2 ans. Il a disparu le 7 août 2000 à Aubervilliers dans le 93. Il mesure 1,68 m. Il a une forte amblyopie, des lunettes à verre épais. Le plus souvent rasé, il peut également avoir une barbe drue.
des antécédents de grave dépression et un caractère très anxieux. Antonio a disparu le 7 août. Départ hâtivement organisé suite peut-être à un accident qu'il aurait causé, auquel il aurait été associé. Une convocation du commissariat d'Aubervilliers a été retrouvée après son départ dans son courrier. Il a quitté son travail, disant par téléphone fin novembre 2000 à son employeur qu'il allait se rendre en Espagne et qu'il allait bien. Personne n'aurait plus de nouvelles d'Antonio depuis ce jour. André Buffet, il est né le 18 juin 1928 à Alençon. Il a disparu le 18 septembre 2005 à Lisieux. Il mesure 1,65 m. Il boite légèrement. Il est médicalement dépendant. Il est parti en promenade à 9h30 de la maison de retraite, la Sarriette. Il n'est pas rentré. Plus personne n'a eu de ses nouvelles. Jean-Christophe Chevreux. Il est né le 23 février 1968 à Paris dans le 15e arrondissement. Il a disparu le 2 septembre 1997 à Damont dans le 95. Il mesure 1,74 m. Il est sorti dîner avec des amis. En rentrant dans la nuit, il a dit à son père qu'il retournerait chercher quelque chose dans sa voiture. Il n'est jamais revenu. Didier Seguin. Il est né le 20 septembre 1967 à Bordeaux. Il a disparu le 22 juin 1997 à Lesquin dans le 64. Il mesure 1,67 m. Didier, agent de sécurité habitant à Mérignac, a disparu le 22 juin. À Lesquin, venu seul passer quelques jours dans la maison de son beau-père. Vers 11h15, une voisine l'a vu passer seul à pied dans le village. Il était équipé d'un bâton ferré avec lanière de cuir et d'un sac à dos. Est-il parti faire une promenade? Effectuer une longue randonnée en montagne? Nul ne le sait. Malgré les recherches engagées par la famille et les enquêteurs, il n'a pas été retrouvé et aucun élément matériel n'est venu expliquer sa disparition. Fabrice Beloir. Il est né le 3 août 1973 à Rennes. Il a disparu le 31 juillet 1993 à Crevin dans le 35. Il mesure 1,70 m. Il a été déposé par son père à Crevin, sur la route nationale 137 de Rennes-Nantes, pour se rendre en Espagne en autostop. Depuis ce jour, on est sans nouvelles de Fabrice. Eugenio Casatella. Il est né le 7 décembre 1958 à Metz. Il mesure 1,80 m. Il est parti avec sa carte d'identité et sa carte de retraite bancaire. Il n'a pris aucun vêtement. Son compte bancaire n'a pas bougé depuis le 18 août 2005. En février 2003, il avait disparu après le décès de son père. Il avait été retrouvé en Italie le 30 novembre 2003. Là, il devait avoir une intervention chirurgicale, dentaire, le 1er septembre 2005. A-t-il eu peur de cette intervention? Sa famille est très inquiète. Ils n'ont plus aucune nouvelle. Sophie Chéhaine. Elle est née le 12 mai 1975 à Laval, dans le 53. Elle a disparu le 6 mai 1996. À la suite d'une dispute avec son ami, elle avait son appartement et son ami vivait avec elle. À la suite de la dispute, l'appartement était sans dessus-dessous. L'ami a mis 4 jours pour prévenir la maman de Sophie de son absence. La maman habite aussi à Laval. Que s'est-il passé après la dispute? Elle est en possession de son sac à main, sa carte nationale d'identité et ses clés d'appartement. Elle n'a jamais été revue. Napoléon Mirinelli. Il est né le 27 janvier 1930 à Lyon. Il a disparu le 1er septembre 2005 à la Seine-sur-Mer. Il mesure 1,66 m. Il est parti à pied de son domicile. Il n'a pas pris d'argent ni ses papiers d'identité. Il a mis ses clés dans la boîte aux lettres. Depuis, plus personne n'a eu de ses nouvelles. Françoise Lepage. Elle est née le 16 décembre 1958 à Paris dans le 9e arrondissement. Elle a disparu le 7 janvier 2005 à Venka dans le 66. Elle se rendait à son lieu de travail avec sa voiture. Personne ne l'a revue. Elle est partie avec son sac à main et son portable. Sa famille n'a plus de nouvelles de Françoise depuis ce jour-là. Stéphane Lemarchand. Il est né le 4 avril 1962 à Paris. Il a disparu le 28 janvier 2001 à Hendaye, 64. Il mesure 1,72 m. Il est possible qu'il soit parti vers l'Espagne. Stéphane a le goût de l'aventure, mais il a toujours donné de ses nouvelles. Sophie Arnould.
a disparu le 5 septembre 1986 près d'Ajaccio, pendant une randonnée dans le maquis corse. Ses parents apprendront sa disparition par les journalistes, car les médias ont signalé rapidement sa disparition. Elle n'a plus jamais donné de ses nouvelles. Sébastien Dupuis. Il est né le 22 juin 1979 à Bergerac. Il mesure 1,82 m. Il a disparu le 10 janvier 2003 à Marseille. Sébastien a été convoqué par la police de Pau en 2004. Sa maman pense l'avoir vu dans un squat de Pau pendant la diffusion en mai 2005 d'un reportage à la télévision. C'est la fin de cette vidéo. J'espère de tout mon cœur que toutes ces familles auront un jour des réponses. Je l'ai coupé en plusieurs parties, donc je ne sais pas si cela vous intéresse d'avoir la suite. Merci de me le préciser dans les commentaires. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous.